Dans la commémoration du 64e anniversaire d'indépendance du Nigeria, Global et TV présente l'histoire de ce géant d'Afrique de l'Ouest. C'est tout de suite dans l'info du jour. Vous regardez l'info du jour et vous êtes en direct de Global LTV. Lors de la cérémonie en l'honneur du 64e anniversaire d'indépendance du Nigeria, le président Bola Tinubu s'est exprimé sur un certain nombre de facteurs, notamment les crises économiques et sécuritaires qui secouent le pays. La dite cérémonie a eu lieu le 1er octobre dernier. Brine Danon nous fait le compte-rendu. 1er octobre 1960, 1er octobre 2024, déjà 64 ans que se célèbre l'indépendance du Nigeria. Comme chaque année, la cérémonie irrelative a débuté par l'exécution de l'hymne national. En raison de nombreuses crises, notamment sécuritaires et sociales, qu'a connu le Nigeria, le chef de l'État, à lors de son allocution télévisée, promis à la population des changements. Many of you face in these challenging times. Our administration. Je suis bien conscient des difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent en ces temps de crise. Notre gouvernement sait que beaucoup d'entre vous sont confrontés à la hausse des coûts et à la recherche d'emplois convenables. Je tiens à vous assurer que vos voix sont entendues. En tant que président, je vous assure que nous sommes déterminés à trouver des solutions durables pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Dans ce discours à la nation, le président Tinubu a mis l'accent sur la place de choix qu'occupe la jeunesse et a dit vouloir répondre favorablement aux besoins de cette dernière. Nous sommes aussi soucieux des besoins des générations futures. Nous voulons encourager leur énergie créatrice pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je vous annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale de la jeunesse. Cette conférence servira de plateforme pour aborder les divers défis et opportunités auxquels sont confrontés nos jeunes. Ce rendez-vous a également été marqué par la présence de plusieurs personnalités, entre autres des ministres, des parades militaires, des danses traditionnelles, sans oublier la coupure du gâteau ont meublé la dite cérémonie. 4 républiques pour 16 chefs d'État avec de nombreux coups d'État. Au passage, c'est ainsi que l'on peut résumer l'histoire politique du Nigeria depuis son indépendance en 1960 jusqu'à nos jours. De Nnamdi Azikiwe, le premier président du Nigeria, à Bola Tinubu, l'actuel chef d'État, l'histoire a considérablement évolué et Pythagore Lakoudi, dans ce reportage, nous trace le parcours historique du Nigeria. Regardez. Depuis l'obtention de son indépendance en 1960, le Nigeria a eu jusqu'ici 16 chefs d'État à sa tête qui ont marqué chacun à sa manière le paysage politique du pays. Rappelons tout d'abord que de 1960 à 1963, le Nigeria était encore dirigé par la reine Elisabeth II et c'est à partir du 1er octobre 1963 que le pays a connu son tout premier président, au moment où le Nigeria devenait alors une république. Benjamin Nnamdi Azikiwe, puisqu'il s'agit de lui, a gouverné pendant 3 ans. Celui qu'on surnommait Zik reste un personnage emblématique dans l'histoire politique du Nigeria, puisqu'il aura lutté farouchement pour l'indépendance de son pays. Malheureusement, il est renversé avec le reste du gouvernement civil pendant un voyage à l'étranger lors du coup d'État militaire du 15 janvier 1966 mené par le général Johnson Aguiyi Ironsi. Cet acte ouvrira la voie à une période politique tendue marquée par des coups d'État à répétition, notamment entre 1966 à 1979, pour 4 chefs d'État militaires au pouvoir. Ce sera le passage de la première à la deuxième république nigériane. Pendant cette période, c'est Shehu Shagari de 1979 à 1983 qui sera aux affaires. Lui aussi sera renversé par un nouveau coup d'État militaire en décembre 1983 mené par Muhammadu Buhari. Ce coup d'État met fin à la deuxième république. Une troisième république va être mise en place plus tard, mais rapidement stoppé par un autre coup d'État militaire. Et cette fois-ci, c'est Sani Abacha qui est aux commandes. Il a renversé Ernest Shonekan, alors président de la République par intérim, pendant 3 mois seulement. À partir de 1999, le Nigeria n'a plus connu de coup d'État et c'est par des élections libres et transparentes
que le président de la République monte au pouvoir. On a donc eu successivement Olusegun Obasanjo, Umaru Yar'Adua, Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari et Bola Tinubu, dont le mandat est en cours comme chef d'État élu à la majorité par le peuple nigérian. Une phase importante dans la politique de ce pays qui caractérise la 4e République du Nigeria. Il est le numéro 1 en Afrique en matière économique, de l'industrie automobile à l'industrie du pétrole. Le Nigeria, depuis son indépendance, mise sur les ressources humaines pour assurer et maintenir sa place de leader économique africain. Reportage. Le Nigeria, numéro 1 parmi les puissances économiques d'Afrique. Ce qui lui vaut ce privilège, son potentiel humain, mais aussi sa richesse en termes de ressources naturelles. Dans le continent noir, le Nigeria est le premier producteur de pétrole. L'agriculture compte aussi parmi les secteurs les plus rentables économiquement parlant. L'économie tire son épingle du jeu dans les activités d'exportation du pétrole, du bois, du caoutchouc, du cacao, entre autres. Malgré sa position de leader, des pratiques financières illicites telles que la corruption représentent un frein considérable au développement. Par ailleurs, les populations nigérianes manifestent leur ras-le-bol pour ce qui est de l'inflation économique. Les denrées alimentaires, le carburant pour ne citer que ceux-là, ont connu une hausse tarifaire considérable. Nous n'en pouvons plus d'avoir faim, nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Un tubercule d'igname coûte 5000 naira. Nous ne pouvons pas acheter de tomates et de poivrons. Un poivron coûte 1000 naira. Les pauvres ne peuvent pas survivre. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous pour changer le gouvernement. Il faut qu'ils partent. Laissez la jeune génération prendre le pouvoir. Ces gens qui nous gouvernent depuis 1960 et notre situation ne change pas. Ils disent que ça ira mieux, mais c'est de pire en pire. On va à l'école pendant 6 ans pour devenir quoi? Conducteur de moto ou je ne sais quoi. Ce sont ces gens-là qui ruinent notre gouvernement, qui forment leurs enfants à l'étranger et qui gâchent l'éducation au Nigeria. Nous voulons qu'ils s'en aillent. En réponse, le président Tinubu s'est adressé aux populations histoire de les rassurer. Il faut retenir que 64 ans passés depuis son indépendance, le Nigeria garde le cap et maintient sa position de leader économique en Afrique, malgré les controverses financières observées. Le Nigeria, depuis son indépendance, a rédigé avec du sang son histoire socio-politique. Le pays qui trouve aujourd'hui des repères d'une paix entre ses communautés est passé autrefois par des conflits internes au rang desquels la guerre du Biafra qui avait occasionné des millions de morts. Colin Bekatal revient sur ces éléments. Alors qu'il commémore le 64e anniversaire de son indépendance, le Nigeria aura rédigé des pages sombres de sa vie sociale. Dans l'ordre des conflits qui ont laissé des empreintes, vient en premier la guerre du Biafra. Lorsque le 6 juillet 1967, dans la logique de la sécession, la région orientale dont l'État du Biafra s'autoproclamait indépendant, l'on était loin d'imaginer que les représailles allaient conduire à une guerre qui allait durer 3 ans, fauchant au passage des millions de vies. Un épisode de la vie sociale du Nigeria, marqué par des noms tels que le général Gowon, Adumegu, Ojukwu et bien d'autres. La situation était si terrifiante, telle que le rapportent des témoins. J'ai suivi certains adultes qui s'enfuyaient de la brousse vers les lignes arrières et à travers champs. On s'est échappé comme ça. J'avais juste mon pantalon. J'ai couru et je les ai suivis sans savoir où j'irais. Mais à partir du moment où j'ai su à qui j'avais affaire, j'ai dû courir et les suivre. Nous sommes allés dans les villages de l'intérieur et on s'est installé dans un de ces coins. On y est resté un bon moment. C'était dur pour nous d'avoir de la nourriture. Je traite les séquelles de cette balle depuis ma grave blessure en 1969. La balle a fini dans mon omoplate, en dessous de mon bras. Elle est restée logée là presque 9 mois avant l'opération dans un hôpital norvégien près d'ici. Aujourd'hui encore, ceux du Biafra qui se présentent comme des laissés pour compte par le gouvernement nigérien restent sur le qui-vive. Nous ne plaisantons pas. Et nous sommes des fanatiques concernant la restauration du Biafra. Telle est la vérité à ce sujet. Des années plus tard, le Nigeria aura fait les choux gras de l'actualité avec des affrontements
entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens. Ces bergers-peuls perturbent notre peuple le long de cette route. C'est une route fédérale, mais ils tourmentent les gens, volent, violent des femmes et font toutes sortes de mauvaises choses. Et ont même étendu leurs mouvements à l'intérieur des villages et ont tué des gens là-bas. Les efforts de réconciliation portent des fruits heureusement, bien qu'il existe encore des ondes de méfiance entre ces communautés. Les années 2000, notamment en 2009, le Nigeria est de nouveau confronté à une insurrection djihadiste, Boko Haram. C'est aujourd'hui la grande menace de la paix sociale, dans un pays où les citoyens travaillent à effacer les hématomes, tant physiques que psychologiques, des années marquées par des conflits internes. Dans le bonus de l'info, parlons de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Le ministère de la Justice de la RDC a porté plainte contre le Rwanda devant la Cour de justice de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est. Le point de la première audience a été fait par Samuel Bemba, le vice-ministre de la Justice. Notre correspondant Yves Maélé depuis Kinshasa. Vice-ministre de la Justice et des contentieux internationaux, Samuel Bemba, a réuni la presse ce jour du 1er octobre pour parler, donner les comptes rendus, soit le rapport du premier procès entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui s'est ouvert la semaine dernière devant la cour de l'EAC. C'était également pas seulement la presse, mais la population qui soutient et qui veulent que la paix revienne en République démocratique du Congo, ont participé et il a donné le compte rendu comment était quelles sont les réactions de juges, comment le Rwanda s'est comporté et la République démocratique du Congo également. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et narguer les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolue. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente au motif principal que les faits dénoncés par la RDC sont antérieurs à son adhésion à l'EAC, document auquel nos avocats avaient bien préparé les réponses et transmis à la Cour avant l'audience. Les plaidoiries ont porté sur les éléments indiqués au point 4. Nos avocats ont démontré que les exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC ne sont pas qu'antérieures à notre adhésion à l'EAC, mais elles continuent jusqu'à ce jour et ceci viole l'acte constitutif de l'EAC. Comme cela se passe devant toutes les juridictions, la Cour a pris en délibéré ce premier débat sur sa compétence. Elle se prononcera par une décision avant d'entamer le fond. Le vice-ministre de la Justice a également appelé la République démocratique du Congo. Tous les Congolais de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo à soutenir les initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement souminois qui sont en train de mettre en place ensemble avec le ministère de la Justice et garde des Sceaux et son titulaire Constant Moutamba, qui sont en train de mettre des actions judiciaires pour mettre fin à cette guerre. Coûte que coûte, la paix doit revenir en République démocratique du Congo parce que la guerre n'est pas seulement militaire et non médiatique, la guerre est également aussi judiciaire. Du procès RDC-Rwanda.
C'est ici le lieu pour le gouvernement de la République de demander à tout notre peuple de soutenir le combat que le président de la République, garant de la nation, mène contre le Rwanda dans les fronts militaires, diplomatiques et maintenant judiciaires. Depuis le palais de la justice à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Yves Maïle Atiayouk, correspondant de Global LTV. C'est sur cette correspondance depuis Kinshasa que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Global LTV. Bonsoir.